c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la manière dont le supramental voit la maladie mentale. Et ici, je parle de phénomènes tels que les psychoses, la schizophrénie, etc. Donc, pourriez-vous nous parler un peu de la manière dont c'est perçu ou vu par le supramental? Oui. La conscience supramentale n'a qu'une vision. Elle est très simple, elle est unique et elle est immuable à ce sujet. Et c'est tout simplement que il y a des entités sur le plan astral, donc dans des dimensions connexes à la matière, qui font interférence avec le psychisme humain. Ces entités font interférence avec le psychisme de tous les individus de la Terre, puisque les individus de la Terre sont tous partis de la 5e race. Le point déterminant du début de la 6e race, c'est justement la libération relativement à ces interférences et cette influence. Donc, le supramental dit, ou ça n'existe pas le supramental. Alors, je voudrais corriger cette expression, puisque le supramental n'existe pas. Lorsqu'on parle, on dit le supramental, ce dont on parle, c'est l'imagination de l'être qui n'a pas de conscience supramentale relativement à ce qui pourrait être la réalité supramentale. Donc, on parle d'imaginaire. Dès qu'on dit le supramental, on parle d'imaginaire. Mais la conscience supramentale, elle existe, est bien réelle. Et ce qu'elle voit lorsqu'elle regarde une psychose, elle voit un envahissement d'entités. Donc, ce n'est pas nouveau. Si les gens disent, voyons, ça ne se peut pas, c'est de la folie, c'est du délire, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà été en accord avec quoi que ce soit qui fut dit par celui qu'on a appelé Jésus de Nazareth? Parce que un homme est allé vers lui et Jésus a chassé les démons et ces démons ont dit, nous sommes légions. Qu'est-ce que ces démons si ce n'est des esprits qui parasitent l'humain psychiquement? Donc, si un être a déjà été en accord avec quoi que ce soit qui est relatif à la chrétienté, nous ne parlons pas des rites de l'Église, mais bien le message christique lui-même, à ce moment-là, il a déjà été exposé à la notion que les entités existent et font des interférences dans le psychisme, et aussi, il a déjà été en accord avec l'émetteur de cette information sur certains points. Il doit donc tenter de demeurer objectif relativement à ceci et peut-être faire une enquête intérieure ou extérieure plutôt que de verser dans le fanaticisme, qu'il soit rationaliste ou d'une autre quelconque forme de croyance, et dire non, ça ne se peut pas. D'ailleurs, il y a des gens qui, en hôpital psychiatrique, ont observé des phénomènes qui confirment, hors de tout doute, la présence d'entités sur d'autres plans qui font interférence avec l'humain. Bon, plus leur interférence grandit, plus que les cas de maladie mentale s'aggravent. Donc, vous voulez parler de psychose, je suis d'accord, mais parlons de névrose aussi, puisque la névrose est un prélude à la psychose. Et la pensée est le prélude à l'émotion. L'émotion est le prélude à la névrose. Et la névrose est le prélude à la psychose. Et la psychose est le prélude au suicide. D'accord. Pourquoi? Parce que une fois que les entités ont parasité, interrompu, manipulé, saccagé, diminué et pourri le psychisme d'un être, il ne reste plus qu'à le tuer. Donc, à l'amener à sauter la vie, qui karmiquement est le plus grand crime qui soit. Et ceci, au niveau des énergies karmiques, c'est très nocif, le suicide. Et donc, c'est le geste ultime de ces entités. Et malheureusement, beaucoup de gens, et de plus en plus de gens qui souffrent de maladies mentales, passent à ces actes parce qu'ils n'ont aucun recours. La psychiatrie ne fait rien pour eux. La psychiatrie est
dénué de science et aussi dénué de guérison. Il n'y a pas de guérison en psychiatrie, il n'y a pas de science en psychiatrie, il n'y a rien en psychiatrie qu'une espèce d'idéologie analytique bidon qui ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que ça ne règle rien. Est-ce que le génie civil vaut quelque chose? Ben, vous voyez, on bâtit des immeubles, on bâtit des ponts, on peut dire, ça bâtit quelque chose, ça vaut quelque chose. Mais si on regarde la psychiatrie, on trouve que tu es comme ça, on va te donner des pilules, et puis tu seras moins comme ça. Et puis, t'es plus tranquille, là. Ben oui, je dors 18 heures par jour, certain que je suis plus tranquille. Bon, ça ne règle rien. Mm-hmm. Alors? Bien des psychiatres ont d'ailleurs reconnu publiquement que la psychiatrie, effectivement, ne guérissait pas. Donc, vous disiez que, par exemple, les gens qui finissent par souffrir, par exemple, de psychose, n'ont pas de recours, et malheureusement, ça se termine quand même assez souvent en suicide. Oui, parce que les entités font une prise de contrôle de plus en plus grande, et lorsqu'elles n'ont plus rien à soutirer à l'être, elles n'ont que l'amener lui ou lui soutirer la dernière chose qui lui reste, c'est-à-dire sa vie, et qu'il commette ce geste lui-même, cet être, malheureusement, n'est pas au courant que des lois karmiques qui disent que on est responsable de ses gestes, peu importe jusqu'à quel point on est influencé. C'est tout un piège. C'est très satanique comme façon de faire, c'est-à-dire qu'on fait croire à l'être que ceci, que cela, que ceci, que cela, et c'est toujours la croyance qui est utilisée. Et puis un jour, on dit, à cause de toutes ces croyances, commets ce geste. Mm-hmm. Mais le geste, les croyances, l'être n'est pas responsable de ce qu'il y a dans sa tête, parce que ça vient d'ailleurs, mais il est responsable de ses gestes. Oui. Oui, c'est un piège. Peut-être le plus grand. Revenons donc à une séquence qui commence par la pensée, suivie de l'émotion, suivie de la névrose, suivie de la psychose. C'est pas nécessairement évidemment dans tous les cas, mais les gens qui finissent par subir un état de psychose, ça passe par cette séquence d'étapes-là, disons. Oui, c'est, si on veut, la progression de la maladie mentale. Mm-hmm. La première maladie mentale, ou la première porte d'ouverture de la maladie mentale, c'est de croire que l'on pense. Si l'être croit qu'il pense, il est déjà sujet à un jour vivre des émotions, puis des névroses, puis des psychoses. Je ne dis pas dans tous les cas, mais bon, tout est variable selon l'individu. Mais voilà. Et la première maladie mentale, la conscience supramentale reconnaît la première maladie mentale, la plus élémentaire, comme étant l'orgueil. Nous ne parlons pas ici de l'orgueil démesuré d'un milliardaire qui se réjouit de pouvoir réduire le salaire de ses 10 000 employés. Nous ne parlons pas de ce genre d'orgueil. Oui, ça en fait partie. Mais l'orgueil déjà tout petit de l'être spirituel qui dit « Ah, mais moi je suis allé prier dans un temple au Népal. Vous voyez, moi j'ai fait des choses. » C'est déjà la maladie mentale. Donc la conscience supramentale reconnaît ceci comme une maladie mentale. L'orgueil, ne serait-ce le plus élémentaire et le plus universel, est déjà une maladie mentale, puisque c'est l'attribution par l'être à lui-même de quelque chose qu'il n'est pas. D'accord. C'est la négation de l'identité. Toute partielle fût-elle, c'est tout de même la négation de sa propre identité. En s'attribuant une valeur en fonction d'un geste quelconque, comme par exemple être allé prier dans un temple ou dans un ashram ou peu importe. Oui, effectivement, mais ce n'est pas le geste. Okay. C'est la pensée du geste. Okay. Alors, nous revenons en boucle à la pensée, parce que faire le geste ne mène pas à l'orgueil. Mais c'est de réfléchir au geste et dire, vous voyez, moi j'ai fait ceci, peu de gens ont fait ceci, je suis particulier, je suis unique, j'ai fait quelque chose que peu de gens ont fait, et là l'orgueil entre et dit, vous voyez, moi j'ai ceci que vous n'avez pas.
Et l'orgueil peut être négatif aussi, donc peut amener l'être à se sacrifier pour les autres et même à avoir une opinion très négative de lui-même et de sa propre valeur. C'est de l'orgueil également, c'est seulement la polarité opposée. Donc la conscience supramentale reconnaît l'orgueil comme la première maladie mentale et tout le reste en découle. Bon, les gens vont dire, oui, mais nous sommes tous malades mentaux selon le supramental ou selon la conscience supramentale. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Parce que la conscience supramentale reconnaît que la conscience supramentale est l'état sain de l'esprit humain. Donc, sachant ceci, tout ce qui détonne de cet état sain caractérise une forme de maladie mentale ou une autre. Donc, déjà, l'orgueil est nécessairement une maladie mentale duquel l'humain, dans l'avenir, apprendra à se guérir et, se guérissant, deviendra parfaitement sain psychiquement et verra qu'il avait une maladie mentale. Mais, on va dire, traiter les gens universellement de malades mentaux, c'est Patrick, vous y allez fort. Je n'y vais pas fort. Je ne fais que refléter ce que la conscience supramentale observe. Je ne suis pas responsable personnellement de ce que les dimensions de réalité objective de l'univers perçoivent comme étant réel. Bon, une fois qu'on a dit ceci, c'est un peu comme avoir le rhume ou avoir la carie. La carie est une maladie. Ce serait très bien de ne pas avoir de carie ou de ne jamais avoir le rhume. Mais aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, les gens ont un dédain des malades mentaux. Et si on regarde la chose d'un point de vue plus conscient, on réalise que tous sont des malades mentaux, mais qu'il n'y a rien à dédaigner là, que c'est notre lot de humbles êtres humains et qu'il est intelligent de regarder ceci avec une objectivité qui permet de voir que il y a une maladie, guérissons-la. Donc, vous dites que la première maladie mentale, c'est l'orgueil, qui commence, disons, par la pensée, ou s'approprier la pensée, c'est-à-dire « je pense » alors que la pensée vient d'ailleurs, qui crée l'émotion et l'orgueil. Ensuite, vous disiez tout à l'heure, commence par la pensée, ensuite on a l'émotion. Est-ce qu'on peut continuer avec les séquences? Bien sûr. La progression. La progression, oui. Oui, donc, après la pensée vient l'orgueil. Avec l'orgueil vient l'émotion et les sentiments. Et l'accumulation de ces émotions et de ces sentiments, à travers la mémoire, conditionne l'être. Donc, si un être, par exemple, regrette et regrette et regrette et devient envahi de regrets, il sera conditionné à tout regretter, et à ce moment-là, ceci aura des conséquences graves sur son psychisme, et c'est là où on parlera de névrose, que la personne est minée par le regret. Donc, si on voit un individu qui est miné par les regrets, et qui, par exemple, devient alcoolique parce qu'il tente de faire taire les cris tonitruants du regret au fond de son être, en s'abrutissant avec de l'éthanol, à ce moment-là, cet être est en proie à une névrose qui l'amène à une dépendance qui est malsaine. Donc ça, c'est une progression. Donc comment vous définiriez la névrose en tant que telle? Est-ce qu'il y a lieu de la définir? De définir cet état? Les différentes saveurs de psychologie officielle le font très bien. Elles y consacrent une part quelque peu loufoque de leurs ressources à classifier et classifier et classifier toutes sortes de névroses. Mais une névrose, c'est simplement lorsqu'un être a des habitudes de pensée, de comportement, de personnalité qui sont à la fois involontaires et nuisibles. Donc, si un être est dans le regret et que, par exemple, ça le pousse à l'alcoolisme, c'est une névrose. Je ne sais pas
quel nom la psychologie lui donnerait, et c'est sans aucun intérêt et sans aucune importance, puisque ce qui est important, c'est le fonctionnement de ces choses. Je n'ai pas étudié la psychologie pour connaître le nom de chaque névrose. Ceci, comme je dis, est sans intérêt pour la conscience supramentale qui, elle, s'attarde au fonctionnement psychomécanique de l'être, ce qui est derrière tous ces phénomènes. Donc, pour un qui a telle personnalité et le regret, ça donne telle névrose. L'autre a telle personnalité, ça sera de la culpabilité, ça donnera telle autre névrose. Ainsi de suite. Okay. Il y aura peut-être qu'un jour, quelqu'un fera la correspondance psychomécanique entre les composantes qui donnent chaque type de névrose que la psychologie officielle aura perdu son temps à répertorier. Donc, est-ce qu'on peut dire que la névrose est un état émotif très nuisible pour sa personne? Certainement, oui. Sans évidemment qu'on soit encore dans la psychose en tant que telle, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, qualifier la dépression, le burn-out ou disons la dépression de névrose? Certainement. OK. Certainement. Et même, disons que la dépression peut chevaucher la névrose légère et la psychose carrément, car des gens suffisamment déprimés passent à l'acte ultime. Donc il y a des degrés dans tout. Et la progression de névrose à psychose se faisait relativement rarement il y a un certain temps, et maintenant ça se fait plus facilement, même d'un stade extrêmement léger ou impossible à détecter, de névrose directement à psychose. Si, disons qu'il y a deux chemins vers la psychose, le premier, c'est à travers la névrose, qui s'approfondit, qui ne s'allège pas, qui ronge l'être de l'intérieur, et qui, bon, je dois ouvrir une parenthèse sur le taux vibratoire du psychisme humain. La conscience supramentale réalise que tout dans l'être humain dépend du taux vibratoire de son psychisme. Et que l'on parle de la pensée, du sentiment, de l'émotion, de l'orgueil, de la névrose ou de la psychose, dans tous les cas, le taux vibratoire est en jeu. OK. Un sentiment fait baisser le taux vibratoire légèrement, relativement à ce qu'il devrait être au neutre, lorsque l'être est au repos, psychiquement. L'émotion le fait baisser plus grandement, la névrose plus grandement encore, et lors de la psychose, c'est que le taux vibratoire a suffisamment chuté pour qu'il n'y ait pratiquement plus d'intégrité dans le psychisme, et les entités sont en mesure de prendre le contrôle. Donc, le rôle de la névrose dans la psychose, c'est d'abaisser le taux vibratoire du psychisme. Comme je disais, par exemple, quelqu'un qui vit dans le regret, c'est un état de très bas taux vibratoire. Et par exemple, l'être va tenter peut-être de faire taire ce grand malaise intérieur avec un solvant qu'on appelle l'éthanol, et qui, à force de le consommer, ne fait qu'empirer. Donc, on a l'impression que ça soulage parce que les entités qui dictent un peu nos états intérieurs nous encouragent à le faire parce que ça leur donne de plus en plus de contrôle. Et un jour, le taux vibratoire est suffisamment bas, la perte de contrôle est suffisante pour que les entités prennent un contrôle, disons, principal de l'être, et là, il devient psychosé. Donc, il va entendre des voix, il va s'imaginer des trucs, il va vivre des états de dépersonnalisation, de déréalisation. Il y a une panoplie de phénomènes, mais ils sont tous reliés à la pénétration d'entités qui prennent le contrôle. Donc, ceci, c'est très néfaste. C'est à éviter à tout prix. Donc, ça, c'est un chemin. Donc, le chemin par la névrose, c'est simplement l'abaissement du taux vibratoire, et un jour, c'est suffisamment avancé pour que l'entité prenne un contrôle principal, si on veut. Donc, la dominance ou la domination du psychisme. Et l'autre chemin, c'est là où un être semble passablement normal. Il va fumer de l'herbe,
il va faire une expérience de drogue, ou peut-être un événement très, très traumatique va se produire dans sa vie. Il se fera attaquer, par exemple. Il sera l'objet de grande violence et son taux vibratoire chutera dans le cas d'une attaque, par exemple, ou dans le cas d'une expérience de substance. Tout simplement, son âme sera séparée quelque peu du reste de ses corps, ou sa volonté lui sera ôtée, donc la cohésion de son être lui sera ôtée, et une entité prendra le contrôle presque instantanément. Donc, les substances, ça peut être rigolo, ça peut être l'enfer aussi. Certaines plus que d'autres aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les substances ne sont pas toutes égales dans leur capacité à forcer l'ouverture. Effectivement, et souvent les substances les plus nocives sont les plus socialement acceptées. On va dire un petit joint, ce n'est pas grave, ça fait que relaxer, mais on n'a jamais analysé ou compris pourquoi on se sent si relaxé. Mais bon, qu'il suffise de dire que ce qui est accepté socialement n'est pas nécessairement meilleur. L'alcool et l'herbe, qui devient légal un peu partout à travers le monde, c'est socialement accepté, mais ce n'est pas très, très bon. C'est même particulièrement mauvais. Si on parle de maladie mentale, et je dois dire, ou avertir plutôt, que les entités du plan astral sont à leur assaut final, d'ici passablement moins d'un siècle, ça sera terminé, nous aurons vaincu, du moins ceux qui seront passés au travers auront vaincu, mais donc ces entités sont dans leur phase d'assaut et l'utilisation de ces substances devient passablement problématique. Donc vous pouvez avoir un être qui semble tout à fait normal, il va fumer un petit peu d'herbe et c'en est fini de sa santé mentale. Il est possédé. Je ne dis pas ça pour faire peur aux gens, je dis ça pour mettre en garde qu'il y a une guerre dans l'invisible et que cette petite herbe en apparence innocente a quand même des effets, justement, dans l'invisible qui permettent des choses qu'un être inconscient ne peut s'imaginer. Donc, j'aimerais revenir à ce que vous disiez par rapport à, dans le fond, un peu la source ou la cause progressive de la maladie mentale, qui est, dans le fond, la baisse progressive du taux vibratoire de l'être, qui a un impact très négatif sur la cohésion de sa personne, sur son intégrité, et peu à peu, cette intégrité se déconstruit et elle devient de plus en plus vulnérable aux influences. C'est précisément ça, oui. Donc, lorsqu'une personne en est rendue à l'étape de la psychose, donc il y a une prise de contrôle, vous disiez, très importante de la part d'entités. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette prise de contrôle-là? C'est-à-dire que, bon, vous dites baisse du taux vibratoire, là, la personne est évacuée, tu sais, est-ce que, parce que là, il y a une décohésion, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus, pousser un peu plus? Oui. Oui, certainement. Et puis, ce qui, comment dire, cette prise de contrôle s'exprime par le fait que l'être s'identifie davantage à une entité qu'à lui-même. Donc, son point de référence n'est plus relié à ce qu'il est en tant qu'être objectivement. Donc, si nous revenons en arrière à un cas de maladie mentale très, très léger qui a un peu d'orgueil, l'être est surtout relié à son identité, même s'il a des illusions relativement à son identité, elles sont dérivées de son identité réelle. Je donne un exemple. L'être est parfait, il est parfaitement dans son identité, il lui arrive un truc qu'il ne comprend pas, et il se dit « Ah, j'ai été mal poli, je n'ai pas été aimable », disons-le ainsi. Et il s'attribue, donc, le qualificatif de ne pas être très aimable. Et ça, c'est le début de l'orgueil déjà. Donc, il était dans son identité, et maintenant, son identité est quelque peu entachée par cette croyance de ne pas être parfaitement aimable. D'accord. OK? Ceci, c'est très léger.
Mm-hmm. En majeure partie, cet être ressemble à ce qu'il est. Mm-hmm. Et si on rajoute des tâches comme ceci et des déviations et toutes sortes d'autres trucs, ben, il y a, si on veut, une panoplie de variations qui s'ajoutent sur le thème de son identité fondamentale qui devient oubliée. Mais ce sont quand même des variations sur le thème de son identité fondamentale. OK. Peu importe jusqu'à quel point elles sont délirantes. Mm. Mais, lorsqu'une entité arrive et prend le contrôle, ce n'est plus du tout relié à l'identité fondamentale, ne serait-ce qu'au 49e degré. Mm-hmm. C'est quelque chose de complètement exogène à son identité, de complètement extérieur. Donc, à ce moment-ci, le centre de focalisation mentale de l'être, qui était « je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela », dérivé peut-être de très très loin de son identité fondamentale, change et se focalise sur une entité extérieure fondamentalement à ce qu'il est. C'est ce que signifie la prise de contrôle. Donc, sa focalisation psychique, si je peux le dire ainsi, passe de « je suis ainsi » à « je suis ainsi ». Mais le deuxième « je suis ainsi » réfère non pas à une déclinaison dérivée de son identité fondamentale, mais à une entité sur un autre plan. Mm-hmm. Donc, sa focalisation psychique de « je suis » est complètement altérée. Mm-hmm. Dans le cas précédent, où il était simplement névrosé et très loin de lui-même, comme on dit, mais il était toujours un peu relié à lui-même quand même. Mm-hmm. Mais dans le cas de la psychose, il se relie à autre chose. Donc le je ou le moi, si on veut, de l'être, n'a plus de relation avec son identité. OK. Il a une relation à la place avec une entité. Et bon, il y a toutes sortes de phénomènes ou de manifestations, disons, psychotiques. On peut parler de schizophrénie, on peut parler de dépersonnalisation, comme vous disiez, de délire, d'hallucination, etc. Les diverses manifestations découlent toutes de la prise de contrôle d'une entité, mais ont différentes manifestations. Et ces diverses manifestations, ben ça va dépendre, j'imagine, de l'entité en question, là où les entités, parce que peut-être qu'il peut en avoir plus qu'une qui a pris le contrôle. Oui. Et parce que bon, les schizophrènes disent qu'ils entendent des voix. Oui. Donc on pourrait dire qu'ils sont toujours là, mais il y a une autre personne qui est là avec eux. Oui. D'autres sont dans des délires, alors là, ils sont rendus complètement ailleurs. Donc... Oui. Les schizophrènes parlent aux morts, tout simplement. Ou plutôt, les morts leur parlent. Les morts leur parlent, oui. Par un conduit auditif. Mais ces êtres n'ont pas l'appui de la conscience supramentale pour leur dire tout simplement, tu parles avec des morts. Tu n'es pas fou. Tu entends la voix des morts qui, eux, tentent de te manipuler. Mm-hmm. Alors, un jour, lorsque la conscience supramentale aura grandi un peu auprès de l'humanité, la schizophrénie, ce sera presque un don. C'est de la simple médiumnité non contrôlée. Qu'on apprenne à la contrôler un peu, et c'est parfaitement inoffensif. Ah, voilà une perspective très différente. Oui, parce que les entités dans le monde de la mort, dans d'autres dimensions, qui font interférence avec notre énergie, nous sont inférieures, presque infiniment inférieures. Donc, elles sont sans valeur, mais elles ne sont pas nécessairement sans utilité. Ce qui pourrait leur donner un peu de valeur. Mm-hmm. Et ceci, c'est le rôle de l'être conscient, de dicter aux entités ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent ne pas faire, et étant conscient et dictant ses conditions aux entités, parce qu'il sait sa place et il connaît leur place, et il sait qu'en tant qu'être supérieur, elles n'ont rien sur lui, et que toute décision qu'il prend à leur égard leur impose absolument sa volonté, pourvu qu'il en ait le moindrement.
Et donc, ce n'est pas problématique pour un être conscient, la maladie mentale. L'assaut des forces pourrait se monter jusqu'à l'infini et du revers de la main, il les écarte. Ce qui compte, c'est la conscience. Alors, vous parliez un peu plus tôt d'une prise de contrôle, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dès qu'un être a de l'orgueil, dès que l'être a un aspect psychologique à son être, déjà il y a non pas contrôle, mais influence de la part d'entités. Donc, si on parle d'avoir des passagers, si on veut, sur son dos, ceci, c'est à prendre au figuré que ces passagers sont occultes, ils sont invisibles, ils sont dans l'au-delà, mais ils existent quand même, et ces passagers sont sur le dos de l'individu et vivent sa vie, non pas à sa place, mais en parallèle, en superposition à lui. Et donc, les gens se sentent vides à l'intérieur. Pourquoi ils se sentent vides à l'intérieur? Parce qu'ils sont déplacés de leur propre centre. Et qu'est-ce qu'il y a à leur centre? Ben, un petit peu d'une entité qui se nourrit de leur vie. Ceci, c'est important. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.